Moi, j'aurais très peur d'une définition globale. Si elle est globale, elle sera nécessairement floue, elle conviendra à n'importe quoi. Parce que finalement, le mot travail est tellement employé qu'on ne sait plus du tout ce qu'il signifie. Au contraire, moi, ce que je vous propose, c'est d'adopter une définition très restrictive, très précise. Et pour cela, de revenir à l'étymologie. L'étymologie, on la connaît, c'est un mot latin, le tripalium, et un tripalium, c'était un trépied. Et un trépied que l'on utilisait pour torturer soit des animaux, soit des hommes. Le travail, au départ, c'est la torture. Et d'ailleurs, il y a certaines expressions où c'est bien dans ce sens-là qu'on emploie le mot. La salle de travail, dans les cliniques d'accouchement, c'est l'endroit où la pauvre femme qui va accoucher va souffrir. Donc le travail, c'est la torture, c'est la souffrance. Et puis malheureusement, peu à peu, ce mot a été utilisé beaucoup plus largement. Alors moi, je vous propose de n'employer le mot travail, mais c'est une discipline pas facile à respecter, uniquement dans le cas d'un travail qui est une torture, qui est quelque chose d'imposé, auquel on se soumet. Alors à ce moment-là, on s'apercevra que bien sûr, moins il y a de travail, mieux ça vaut. Par exemple, un instituteur ne travaille pas. Un instituteur, c'est quelqu'un qui va dans une école, qui échange et qui, au fond, vit. Et à ce moment-là, ça n'est pas quelque chose de subi, ça n'est pas une torture. De même un acteur, de même, etc. Si bien que la plupart des gens pourraient dire que le plus souvent, ils ne travaillent pas, mais ils ont une activité. Et ça met tout de suite l'accent sur l'absence de travail, que l'on déplore souvent, alors qu'on devrait, au contraire, s'en réjouir. L'absence de travail est devenue l'absence d'une fonction, l'absence d'un rôle. Et je crois qu'il vaudrait beaucoup mieux représenter les fameux chômeurs comme des individus à qui on refuse l'accès à une fonction, l'accès à un rôle dans la société. Et on comprend mieux à ce moment-là que, effectivement, c'est la torture, c'est l'absence de travail pour eux. Il y a 17 000 ans, 20 000 ans, des hommes qui n'étaient pas encore civilisés, qui ne travaillaient pas, ont peint les grottes de Lascaux, les grottes d'Altamira, etc. Et en faisant ça, ils ont commencé à créer la civilisation. La civilisation, c'est justement commencer à regarder le monde autrement, à s'imaginer, ce qui est quand même une idée très étrange, qu'en peignant un bison sur le fond de la grotte, eh bien, on va intervenir sur le résultat de la chasse. Eh bien, ils ont commencé, et ça, c'était 5, 6, 10 000 ans avant l'invention de l'agriculture et donc l'invention du travail. Non, le travail n'est venu que bien après. Et en fait, le travail, pour moi, c'est un épisode dans l'histoire de l'humanité, un épisode qui aura duré une dizaine de milliers d'années et qui disparaîtra. Malheureusement, on s'y est un petit peu trop habitué et on a cru que c'était une nécessité. Mais non, le travail n'est pas une nécessité. Dans la nature, c'est un concept qui n'existe pas. Moi, je ne mettrais pas du tout le point de départ de la civilisation à l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Ça a été un certain progrès, mais enfin, c'était une direction un peu nouvelle. Mais la civilisation avait commencé bien avant. La civilisation, elle a commencé quand, par exemple, on a imaginé d'apprivoiser le feu. Ça, c'était un bond en avant extraordinaire. Le feu était un ennemi, c'est devenu un allié, c'est devenu un outil. Mais on ne travaille pas pour avoir du feu. On le surveille, on arrive de temps en temps à frotter des bouts de bois ou des cailloux les uns contre les autres pour provoquer du feu, mais ce n'est pas un travail. Et puis surtout une fois dans les grottes, quand on s'est bien réchauffé avec du feu, on s'est aperçu qu'on avait du temps libre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à peindre des bisons au fond de la grotte, à peindre même des mains humaines. C'est extraordinaire. C'est ça la civilisation. Ça n'a rien à voir avec le travail. Moi, je dirais qu'au contraire, la civilisation commence quand on s'aperçoit qu'on a du temps qu'il faudrait bien utiliser à faire des choses amusantes, comme de construire des images, comme d'inventer des contes, comme d'inventer des religions, comme de se mettre à faire de la poésie et de la peinture. C'est ça la civilisation. Au contraire, le travail, c'est vraiment une perversion dans cette activité civilisatrice. Échanger, ce n'est pas nécessairement le fruit de son travail. On peut échanger le fruit de ce qu'on a trouvé. Je suppose que quand on était chasseur-cueilleur, eh bien, on échangeait un animal contre 1 kilo de fruits, etc. C'était aussi un échange. Et ce n'était pas le résultat d'un travail. Aller à la chasse, ce n'est pas un travail. Cueillir des fruits, ce n'est pas un travail quand on se promène dans la forêt. Si bien que les véritables échanges n'étaient pas des échanges de choses que l'on avait produites. Ou alors, surtout, c'était des échanges d'idées. Et un échange d'idées, ce n'est pas du tout le fruit
d'un travail. Si bien que notre civilisation actuelle nous fait croire que les seuls biens à échanger sont ceux qu'on a produits. Non, les vrais biens à échanger sont des idées. Et ça, c'est tellement plus important. Avec surtout ce résultat que quand on échange des biens, eh bien, on ne crée rien. Tandis que quand on échange des idées, on crée. J'ai une idée, vous avez une idée, on se rencontre. Quand on aura échangé entre nous, nous aurons chacun 2 idées, chacun 3 idées, chacun 1000 idées. Tandis que j'ai 1 kilo de pommes, vous avez 1 kilo de cerises. On échange, à la sortie, on a toujours le même nombre de pommes et de cerises. L'échange des biens matériels est un échange qui ne produit pas, alors que l'échange des idées est un échange qui produit. On est loin du travail, on est en pleine civilisation. Les fameuses races dont on a tant parlé, surtout au XIXe siècle, puis encore maintenant de temps en temps, sont des concepts définis à partir de l'apparence des gens. Alors bien sûr, il y a des gens à peau noire, des gens à peau blanche, etc. On avait cru pouvoir en faire des races, on s'aperçoit que ça n'a pas de sens. Mais il y a eu aussi une notion de race en décomposant l'humanité en différents groupes qui pouvaient paraître tout à fait hétérogènes. Au fond, il y avait ceux qui travaillaient par nature et ceux qui avaient le droit de ne pas travailler. Par exemple, parce qu'ils étaient des nobles, parce qu'ils avaient du sang réputé bleu, alors que les autres ont du sang que l'on constate bien être rouge. Finalement, il y a eu comme une espèce d'acceptation d'une fatalité que certains étaient faits pour ceci et d'autres étaient faits pour cela. Et ça se retrouve encore maintenant. Quand à l'école on dit « oh, celui-là il est fait pour être un manuel, celui-là il est fait pour être un intellectuel, celui-là il est fait pour être bon en maths, celui-là il est fait pour être bon en rien », eh bien cette vision-là, qui est l'acceptation d'une fatalité, elle ne correspond à rien de vrai. Si c'était vrai, il faudrait l'accepter, même si on trouve ça un peu déplaisant. Mais il se trouve que ça ne correspond à rien de vrai, sauf qu'à particulier pathologique, il n'y a pas vraiment de fatalité. Et c'est contre cela qu'il faut lutter, l'acceptation d'une fatalité, d'une classification. Dès qu'il y a classification, il y a finalement un peu de racisme. Ce que je produis m'appartient, évidemment. Et puis je peux le donner, par conséquent, échanger. Mais le plus souvent, ce que j'ai produit, je l'ai produit avec plaisir et absolument donc sans torture et donc sans travail, si on accepte la définition qu'on a donnée au début. Si bien que je ne lirai pas du tout, moi, le travail à la possession. Tout au contraire, il se trouve que quand on va travailler à l'usine, et que c'est un véritable travail, une véritable torture, parce qu'on ne peut pas faire autrement, eh bien justement ce que l'on produit ne vous est pas donné. Il est donné au patron, il est donné à la société qui vous emploie, mais ce n'est pas vous. Et ça fait partie justement de la torture, de penser que ce que l'on a contribué à créer, à produire, eh bien, ne vous appartient pas. Je dirais qu'à partir du moment où on possède un bien parce qu'on l'a fait, le temps qu'on a mis à le faire, les efforts qu'on a mis pour le faire, vous voyez, j'évite le mot travail, eh bien, n'ont pas été du travail, n'ont pas été une torture. Et j'espère que peu à peu, on va entrer dans une société où, effectivement, on dira à chacun ce que tu as produit. Par exemple, les idées que tu as produites, le livre que tu as, l'œuvre d'art que tu as fait, eh bien, elle t'appartient, mais elle t'appartient dans un sens, au fond, qui te permet tout simplement d'échanger. Car l'essentiel, c'est de comprendre que pour vivre, il faut échanger. Non pas seulement pour vivre matériellement, parce qu'il faut échanger des pommes de terre contre des beefsteaks, non, ça c'est un peu dérisoire. Mais pour vivre, il faut se construire. Il faut peu à peu devenir une personne. Et on ne peut devenir une personne que par l'échange. L'échange qui est justement la finalité même de l'appropriation, la finalité même de la production. Mais j'espère surtout qu'il n'y aura plus de travail du tout. Par conséquent, voilà qui sera concret. C'est une société où l'idée même d'aller travailler ne viendra plus à personne, puisqu'il y aura des robots pour faire ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Depuis un siècle, le nombre d'heures de travail nécessaires pour produire un quintal de blé ou pour produire une voiture, ce nombre a été divisé par 10, peut-être par 100 dans certaines conditions. Et par conséquent, il va bientôt tendre vers zéro, ce nombre d'heures de travail. Alors, il n'y aura plus de travail, qu'est-ce que l'on fera? À ce moment-là, il faut s'apercevoir que vraiment, ne plus avoir de travail est une bonne chose, à condition que ce soit remplacé par un certain projet humain. Quel peut être le projet humain? Quel est-il normalement? Eh bien, il suffit de se rendre compte
de ce que c'est qu'un homme. Un homme, c'est un animal, d'accord. Il est soumis aux mêmes contraintes que les autres animaux, d'accord. Mais il a quelque chose en plus. C'est qu'à partir de l'individu qui vient de naître, peu à peu va se construire une personne, c'est-à-dire quelqu'un de conscient et capable de choisir ce qu'il devient. Et pour construire cette personne, chacun a besoin de tous les autres. Et du coup, tout naturellement, eh bien, chacun va être considéré comme nécessaire. L'idée que certains sont en trop, tout simplement parce qu'on ne voyait en eux que des travailleurs et qu'il n'y a plus de travail, eh bien, cette idée-là est complètement monstrueuse. Or, nous sommes en train d'accepter qu'il y ait des gens dont on ne sait pas quoi faire. On les appelle des chômeurs. Et le pire pour eux, c'est pas de ne pas avoir de travail, c'est même pas de ne pas avoir de ressources, c'est d'être considérés comme des gens dont personne n'a besoin. C'est toujours, toujours, toujours faux. Ma vision, elle essaie d'être lucide. Et je me dis que quand on parle de demain, bien sûr, je ne prétends pas connaître demain, mais je peux essayer de décrire des demains possibles. Un des demains possibles, c'est la continuation de ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train finalement de donner le pouvoir à une catégorie de personnages parfaitement respectables, mais qui sont très dangereux, les banquiers. Qu'est-ce que c'est qu'un banquier? J'ai réfléchi et je me suis aperçu qu'un banquier était quelqu'un qui vendait des biens qu'il n'avait pas eu à produire. Un paysan produit du lait et vend le lait. Un artisan produit une armoire et vend l'armoire. Mais un banquier, qu'est-ce qu'il vous vend? Il vous vend finalement l'espoir que vous avez que pour vous, les choses vont s'arranger demain. En effet, il vous prête 1000 francs aujourd'hui et vous lui rendrez 1050 francs dans un an. Et les 50 francs supplémentaires, c'est en fait la valeur de l'espoir que vous aviez que vos affaires allaient s'arranger. C'est ça que vous vend le banquier. C'est pas très raisonnable, c'est pas très respectable finalement. Et ce que l'on peut espérer, c'est que les banquiers ne seront pas les guides de la société de demain. S'ils restent les guides, alors on va nécessairement vers une société où il y aura de plus en plus de gens dont on